Donc, la dernière fois, donc, on avait introduit donc, la notion de qualité de service. J'ai repris plusieurs définitions que j'ai pu retrouver ou extraire à partir de la littérature. Donc, il y a eu donc, plusieurs définitions donc, des différents organismes internationaux qui ont chacun défini donc, la qualité de service à sa façon. Donc, il y a des organismes qui ont donné une définition, je dirais, assez légère de la qualité de service. D'autres, ils ont essayé d'aller donc plus dans le détail, plus dans le technique, donc pour donner donc des paramètres d'évaluation de la qualité de service. C'est ce qui nous intéresse le plus, hein, parce que quand on parle de qualité de service, il faut bien sûr quantifier la qualité de service. Donc, il ne suffit pas de dire le service fourni est bon, le service fourni est médiocre, il est mauvais. Il faut quantifier, d'accord? Et quand on dit quantifier, donc il faut définir un certain nombre de paramètres et essayer d'évaluer chacun de ces paramètres-là pour pouvoir à la fin évaluer la qualité de service fourni. Ça, c'est valable, bon, que ce soit dans les réseaux informatiques ou bien dans n'importe quel service, hein. On avait déjà parlé donc des restaurants, des hôtels, stations de service, tout. Donc, j'avais dit que à chaque fois, il y avait les paramètres qui changeaient, les paramètres d'évaluation qui changent. Prenez un hôtel et un restaurant, ce n'est pas les mêmes paramètres d'évaluation. On parle de la qualité de service pour les deux, mais ce n'est pas les mêmes paramètres d'évaluation. Donc là aussi, donc, pour les réseaux informatiques, on avait donné donc la définition de la qualité de service dans un réseau informatique et sur la base des définitions que j'ai reprises, on a présenté donc les 5 paramètres, je dirais standards, hein. Alors pourquoi standard? Standard parce qu'il y a d'autres paramètres sur lesquels il y a des différences. C'est-à-dire il y a certains organismes qui disent que ça c'est un paramètre critique, d'autres qui disent qu'il n'est pas un paramètre critique. Mais les 5 paramètres standards de la COS, c'est les 5 paramètres que j'avais donnés la dernière fois en cours. Donc on a parlé de la disponibilité du service, on a parlé du taux d'erreur, on a parlé de la GIG, on a parler du taux d'erreur, du retard, le délai de transfert. Ça, c'est les paramètres de base. Donc, quand on veut évaluer un réseau informatique, on se base sur ces 5 paramètres. Bon, maintenant, après, on peut rajouter d'autres paramètres en fonction du contexte dans lequel on est. D'accord? Donc, on peut, pour un type particulier d'application, c'est-à-dire là, il ne suffit pas de dire on est dans le réseau informatique, donc les paramètres de qualité de service sont figés. Non, même si on est dans un réseau informatique, on a les 5 paramètres standards d'évaluation de la COS, mais on peut rajouter de nouveaux paramètres, d'accord, adaptés à l'application que nous voulons évaluer. C'est-à-dire, est-ce que l'application que nous sommes en train d'utiliser, est-ce qu'elle satisfait les critères de la qualité de service que nous avons définis? C'est-à-dire les 5 critères de base, plus je vais rajouter, c'est-à-dire pour raffiner un peu plus l'évaluation de la qualité de service fournie par le réseau, je vais rajouter d'autres paramètres. Mais ces paramètres-là, ils sont peut-être adaptés à l'application X, mais ils ne sont pas adaptés à une application Y. Parce que chaque application, elle a ses propres besoins et ses propres exigences en termes de qualité de service. Donc voilà pourquoi on parle de paramètres standards, c'est les 5 paramètres que j'avais donnés la dernière fois, mais nous avons toujours la possibilité, si nous voulons raffiner l'évaluation de la qualité de service, nous avons toujours la possibilité de rajouter des critères supplémentaires d'évaluation de la COS. D'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est-à-dire, si prenez un livre, on vous parle de paramètres supplémentaires de la qualité de service, il ne faut pas être étonné. C'est tout à fait normal. Donc, ça permet, plus vous avez des critères, plus vous raffinez et vous rajoutez de la précision dans l'évaluation de la qualité de service fournie. D'accord? Et les critères, donc ça, j'avais parlé de ça la dernière fois, les critères changent en fonction du contexte, c'est-à-dire entre un réseau téléphonique et un réseau informatique, ce n'est pas nécessairement les mêmes paramètres de qualité de service. Et entre une application et une autre, là aussi, des paramètres de service qui sont différents. Donc, il y a un paramètre qui est adapté à une application, mais qui n'est pas adapté à une autre application. OK? Donc, si vous trouvez d'autres paramètres qu'on vous a rajoutés comme paramètres d'évaluation de la qualité de service, c'est tout à fait normal. D'accord? Donc, on s'était arrêté la dernière fois sur les critères. Donc, j'avais défini les 5 critères de base de la qualité de service. Donc là, on va essayer de continuer donc, dans notre cours. Est-ce que vous avez le partage?
C'est bon, très bien. Donc ça, c'était le dernier paramètre, c'était le taux de perte. On avait parlé de ça. Très bien. Donc, on va parler maintenant de l'architecture de la COS. Alors, si vous vous rappelez, donc quand j'ai introduit le cours, j'avais dit que la qualité de service, on ne peut pas avoir de la qualité de service si on n'agit pas sur l'ensemble des composants du réseau. Et quand je dis composants du réseau, je ne parle pas uniquement de ce qu'il y a à l'intérieur du réseau, mais également ce qu'il y a aux extrémités du réseau. En d'autres termes, quand on parle de la qualité de service, on parle d'une qualité de service de bout en bout. J'avais utilisé le terme de la COS de bout en bout. Ça veut dire quoi la qualité de service de bout en bout? Ça veut dire que la qualité de service, on doit prévoir des solutions ou des mécanismes de qualité de service pour améliorer la qualité de service qui démarre à partir de l'extrémité 1. L'extrémité 1, ça peut être un client X. Vous avez la deuxième extrémité qui est un autre client. D'accord? Donc ça, c'est les extrémités du réseau. Et chacun d'eux, il doit prévoir des solutions de qualité de service à son niveau. Donc là, vous avez les deux extrémités. Mais nous devons aussi prévoir des solutions de qualité de service à l'intérieur du réseau. Donc, le fait d'avoir des solutions au niveau des extrémités du réseau et des solutions à l'intérieur du réseau nous donne une solution de qualité de service de bout en bout. C'est-à-dire qu'elle démarre à partir d'une extrémité, la première extrémité. On prévoit des solutions de qualité de service au niveau de cette extrémité. Bon, maintenant, les solutions dépendent des applications, dépendent de votre entreprise, dépendent de votre opérateur aussi, d'accord? Donc, ce n'est pas à l'utilisateur, ou là, quand je dis utilisateur, c'est le simple utilisateur. Ce n'est pas au simple utilisateur de prévoir des solutions de qualité de service à son niveau, d'accord? Ça le dépasse. Parce qu'en face, on n'a pas nécessairement quelqu'un qui est du domaine informatique. Donc, ça peut être un simple utilisateur au niveau des deux extrémités. Donc, si vous utilisez une application du genre visioconférence ou visioconférence par exemple, ben ce sont des applications de visioconférence qui doivent prévoir des mécanismes de qualité de service pour améliorer la qualité, par exemple, la qualité de la vidéo, pour améliorer la qualité du son, pour éventuellement, en cas de perte de paquets, il y a toujours la possibilité de récupérer des paquets qui ont été perdus. Donc, ça, c'est des solutions qui se font au niveau des applications utilisées par les deux utilisateurs qui se trouvent aux extrémités du réseau. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les mécanismes verticaux. Donc, c'est au niveau des utilisateurs, au niveau des extrémités. Et là, donc, on doit agir au niveau des différentes couches du modèle OSI. Maintenant, quand on termine au niveau des extrémités, il faudra bien sûr agir à l'intérieur du réseau. Et donc, si on est à l'intérieur du réseau, on parle des mécanismes horizontaux. Ça veut dire qu'à l'intérieur du réseau, je dois aussi prévoir des mécanismes de qualité de service au niveau des routeurs. Parce que le composant le plus important, le composant principal au niveau du réseau, c'est le routeur. Donc, il faut prévoir. Et quand on dit routeur, peut-être que pour vous, c'est un réflexe de penser au mécanisme de routage. Il n'y a pas que le routage. D'accord? Il n'y a pas que le routage. Avant, effectivement, un routeur, il était destiné uniquement à faire du routage. Mais actuellement, quand on parle de qualité de service, un routeur, il doit inclure des mécanismes de qualité de service. Donc, sa fonction principale ou sa tâche principale, c'est le routage. OK? Mais on a rajouté, c'est pour ça que j'ai parlé la semaine dernière, quand je vous dis, si on compare un routeur standard et un routeur supportant la COS, à l'intérieur, ce n'est pas le même mécanisme. Ce n'est pas la même puissance de traitement. D'accord? Parce qu'après tout, le protocole de routage, le mécanisme de routage, c'est le même. OK? Mais pourquoi on a besoin d'une puissance de traitement supplémentaire? Parce que tout simplement, nous avons rajouté de nouveaux algorithmes qui sont intégrés au niveau du routeur et qui permettent, ces algorithmes-là, permettent d'assurer une certaine qualité de service. Donc, là, vous voyez qu'on est en train d'agir également au niveau des composants internes du réseau. Et ces composants internes, donc je me focalise essentiellement sur les routeurs pour dire que, voilà, un routeur, il doit assurer, il doit gérer la qualité de service. Je vais encore aller plus loin pour dire que si vous ratez un composant interne
du réseau. Quand je dis vous ratez, ça veut dire que vous n'implémentez pas ou bien vous ne déployez pas les mécanismes de qualité de service au niveau d'un routeur ou bien d'un groupe de routeurs au niveau du réseau, ben vous risquez de dégrader votre qualité de service. Parce que vous devez avoir les mêmes mécanismes déployés, les mêmes mécanismes de qualité de service déployés au niveau de tous les routeurs. Voilà donc pourquoi on parle d'une solution de qualité de service de bout en bout. Des mécanismes déployés au niveau des extrémités. Généralement, ça se fait au niveau des applications utilisées par les clients, par les utilisateurs. Okay. Et en plus, nous avons des mécanismes de qualité de service qui sont déployés au niveau des routeurs et on doit déployer ces mécanismes de qualité de service au niveau de tous les routeurs. J'insiste sur tous les routeurs du réseau. Si vous laissez une partie des routeurs qui n'est pas configurée, si vous laissez une partie des routeurs, ou bien vous utilisez des routeurs standards, alors que d'autres, c'est des routeurs assez puissants, ben là, c'est comme si vous n'avez rien fait. Parce qu'il y aura une partie de votre réseau qui ne va pas supporter la COS, qui ne va pas fournir un niveau de qualité de service. Sauf si vous allez agir au niveau des mécanismes de routage pour éviter de faire passer le trafic par ces routeurs. Mais là, c'est comme si vous allez amputer une partie de votre réseau, vous allez éliminer une partie du réseau. D'accord? Donc, c'est très important de prévoir ces mécanismes-là au niveau de votre réseau. Donc, nous allons donc avoir, si on part donc des mécanismes ou de la solution de bout en bout, de la qualité de service de bout en bout, donc ce que nous allons avoir, c'est que au niveau des extrémités du réseau, donc ça c'est la première extrémité, ça c'est le premier utilisateur, ça c'est le deuxième utilisateur. Donc c'est au niveau des applications utilisées. Donc nous devons prévoir donc les solutions de qualité de service. Et en plus, nous devons, donc ça c'est ce qu'on appelle les mécanismes verticaux, et nous devons aussi déployer les solutions de qualité de service au niveau de tous les composants du réseau. Donc je ne peux pas prendre une partie, je dis je vais déployer une partie ou bien je vais aller graduellement. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que c'est comme si vous n'avez rien fait. Donc on est obligé de, si on veut fournir un niveau de qualité de service, on doit déployer les mêmes mécanismes de qualité de service au niveau de tous les routeurs du réseau. Donc ça nous donne ce qu'on appelle les solutions horizontales. Donc si on combine les solutions verticales avec les solutions horizontales, ça nous donne une qualité de service de bout en bout. D'accord? Donc par la suite, bon, c'est pour la suite du cours, particulièrement le chapitre suivant. Bon, nous allons surtout nous intéresser à la qualité de service qui se fait au niveau routeur. D'accord? Bon, on va pas parler des extrémités, on ne va pas parler des différentes couches, mais au niveau routeur pour voir quels sont les mécanismes de qualité de service déployés dans un routeur. J'avais donné les différentes étapes auparavant, mais on va aller dans le chapitre suivant, on va aller dans le détail. C'est-à-dire on va voir l'aspect conceptuel des algorithmes, comment fonctionne chaque algorithme, par exemple, quand on parle d'ordonnancement, comment fonctionne chaque algorithme, quels sont les critères qui permettent donc de faire fonctionner l'algorithme, quels sont les critères qui permettent de choisir les paquets envoyés au niveau des interfaces de sortie. Nous allons parler aussi des algorithmes d'évitement des états de congestion. La phase de classification. Comment se fait la classification? Sur quelle base? Quels sont les critères qui permettent donc de classifier un trafic par rapport à un autre? Donc tout ça, c'est des solutions qui se font au niveau routeur. Voilà pourquoi on va détailler cet aspect-là et on va surtout se focaliser sur la COS au niveau des routeurs. Très bien. Alors maintenant, on va parler des besoins des applications en termes de qualité de service. Alors, j'avais dit, si vous vous rappelez au début de la séance, j'avais dit que quand on parle d'évaluation de la COS, on définit un certain nombre de critères, mais nous avons toujours la possibilité de rajouter des critères supplémentaires pour un type particulier d'application. Alors pourquoi on dit un type particulier d'application? Parce que chaque application, elle a ses propres spécificités. Chaque application, elle a ses propres besoins. Chaque application, elle a ses propres exigences en termes de qualité de service, c'est-à-dire en termes de niveau de qualité de service fourni. Donc, l'évaluation, elle n'est pas nécessairement la même entre deux applications. Même si c'est des applications informatiques,
Mais l'évaluation elle n'est pas nécessairement, je dis bien nécessairement, la même. On peut avoir des besoins différents, on peut avoir des exigences différentes entre une application et une autre. Donc, on va essayer de voir par rapport aux classes d'applications. Nous n'allons pas aller dans le détail pour dire application X, application Y, mais on va essayer de parler en termes de classes d'applications ou bien de groupes d'applications. Alors, on va commencer par les applications informatiques, parce qu'on parle donc de réseau informatique. On va parler donc, ou commencer par les applications informatiques. Alors, les applications informatiques, c'est les applications classiques, hein, donc les applications de mail, téléchargement de fichiers. Donc, c'est quelque chose vraiment qu'on a l'habitude d'utiliser tous les jours. Alors, les besoins de ces applications informatiques, c'est des applications qui se contentent d'une priorité faible. Au sein du réseau, ou bien à l'intérieur du réseau, généralement, la priorité de ces applications, elle est faible. Donc, ce ne sont pas des applications qui nécessitent une priorité élevée. Quand je dis priorité, pourquoi je parle de priorité? Je parle de priorité parce que, si vous vous rappelez, on avait dit, on traite certains flux de façon prioritaire par rapport à d'autres. Pourquoi? Parce que ces flux-là ils ont des exigences assez strictes par rapport à la qualité de service. Donc, on doit les faire passer en priorité. D'accord? Donc, si on prend les applications informatiques, leur priorité, elle n'est pas très importante. Donc, quand on dit que leur priorité, elle n'est pas très importante, il faudra comprendre de là que ce ne sont pas des applications qui sont très exigeantes en termes de niveau de qualité de service fourni. C'est des applications qui peuvent s'adapter à la dégradation de la qualité de service fournie par le réseau. Deuxième point, donc, on a une priorité qui n'est pas très élevée, une priorité faible. Deuxième point, une bande passante faible. Alors, généralement, ce n'est pas des applications qui consomment beaucoup de bandes passantes. Il n'y a pas une exigence par rapport à la bande passante. Bon, vous allez me dire, monsieur, quand la bande passante elle est mauvaise, le service fourni est mauvais. Oui, je ne dis pas le contraire. Mais l'application, elle continue à fonctionner. Je vous donne un exemple très simple. On prend un exemple de téléchargement d'un fichier. Alors, téléchargement d'un fichier, c'est-à-dire le téléchargement du fichier, il dépend, la durée du téléchargement du fichier, elle dépend de la bande passante disponible. Si la bande passante, vous avez une très bonne bande passante, le temps de téléchargement, il sera relativement court, d'accord? Si la bande passante disponible, elle n'est pas très importante, qu'est-ce qui va se passer? Le temps de téléchargement, il va augmenter. Mais ça ne remet pas en cause le fonctionnement de l'application. C'est-à-dire que le téléchargement, il sera toujours maintenu. Il y a juste la durée du téléchargement qui va augmenter ou bien elle va baisser en fonction de la bande passante disponible. Mais le téléchargement, on l'a, on le maintient. Il est toujours en cours de téléchargement. Vous avez votre fichier qui sera toujours en cours de téléchargement. Et vous avez bien sûr la durée du téléchargement qui augmente ensuite, qui baisse et qui augmente, qui baisse en fonction du débit disponible. Quand on parle de bande passante, c'est-à-dire exigence en termes de bande passante, c'est que pour certaines applications, on va le voir dans un moment, pour certaines applications, on exige un débit minimum. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le débit minimum, l'application ne va pas tourner. Donc voilà pourquoi on dit pour les applications informatiques, ce sont des applications qui ne nécessitent pas, d'accord? On parle de nécessité. Maintenant, si la bande passante, il y a une bande passante qui est disponible, on ne va pas dire non, on ne va pas la refuser. On prend la bande passante et on gagne en termes de temps. Mais ce ne sont pas des applications sensibles au délai. Pour revenir un petit peu aux critères de qualité de service que nous avons définis la semaine dernière, on avait parlé du délai de transfert. D'accord? Le délai de transfert n'est pas un paramètre critique pour les applications informatiques. Voilà pourquoi on dit que ces applications ne sont pas exigeantes en termes de délai. Donc, si elles ne sont pas exigeantes en termes de délai, donc, en termes de bande passante, elles n'exigent pas une très grande bande passante. OK? Donc, ces applications se contentent d'une priorité faible.
OK? Donc, on n'est pas obligé de les faire passer en priorité au niveau des routeurs. Une bande passante faible, donc même si vous avez une bande passante qui n'est pas très, très élevée, les applications informatiques continueront toujours à fonctionner. Et une bonne tolérance au délai de transfert sur le réseau. Bon, je dirais que c'est une conséquence, parce que si vous autorisez une bande passante faible, il faut être tolérant par rapport au délai. D'accord? On ne peut pas dire je n'exige pas un débit élevé, mais je ne tolère pas des délais de transfert trop longs. Il y a une contradiction. Si vous autorisez une bande passante faible, c'est que vous devez être tolérant par rapport au délai. Et les applications informatiques sont tolérants au délai. Donc ça, ce sont les applications informatiques. On passe aux applications interactives. Alors, quand on parle d'interactivité, le critère du temps, c'est un critère très important. D'accord? Quand on parle d'interactivité, interactivité, ça veut dire qu'il y a des requêtes qui sont envoyées et des réponses qui sont envoyées sur le coup. D'accord? Donc, il ne faudrait pas, quand j'envoie par exemple une requête ou j'envoie un message à quelqu'un, il ne faudrait pas que le message arrive dans une heure. OK? Donc, on parle d'application interactive. Il y a une interactivité. Ce que je suis en train de raconter maintenant en cours, il ne faudrait pas qu'il vous arrive dans une heure. Parce que dans une heure, la session, je vais la fermer. D'accord? Donc, dès qu'on parle d'interactivité, le délai doit être, le délai de transfert doit être très réduit. Si on dit que le délai est réduit, il faudra exiger une bande passante, la disponibilité d'une certaine quantité de bande passante, c'est-à-dire qui est un critère très, très important. Donc, pour les applications interactives, on a des exigences strictes en termes de délai et de bande passante. D'accord? Dès qu'on parle d'interactivité, l'interactivité, c'est le temps. Et dès qu'on parle du temps, on parle du délai de transfert. Et si on parle de délai de transfert, on parle de bande passante. OK? Donc, bande passante et autre chose, priorité au niveau des routeurs. Donc, c'est un flux qui doit être traité de façon prioritaire. On ne doit pas le retarder. On doit le faire passer plus vite possible. D'accord? Alors, généralement, ça, c'est quelque chose de très important. Au niveau des entreprises qui utilisent donc qui ont l'habitude d'utiliser ces applications-là, généralement, ils ne prennent pas en considération les besoins de ces applications. Et c'est quand ils seront confrontés à l'utilisation de ces applications, c'est-à-dire quand ils vont utiliser ces applications, ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui pose problème au niveau du réseau. Pourquoi? Parce que ces applications-là ne fonctionnent pas correctement. Pourquoi? Parce que tout simplement, leur réseau n'était pas prêt à supporter ces applications. C'est un peu ce qui s'est passé avec le réseau Internet. On a démarré avec un réseau qui était initialement destiné à l'utilisation de la messagerie électronique et qui se retrouve par la suite inondé par des applications multimédia, de la vidéo, du son, des applications interactives et tout. Donc, il faudra prévoir une adaptation du réseau pour pouvoir supporter ces applications. D'accord? Donc, au niveau des entreprises, on dit une entreprise, bon, il n'y a pas de. On a un simple réseau, donc il n'y a pas une nécessité, je dirais, de prévoir ou de déployer des solutions de qualité de service au sein du réseau de l'entreprise. Mais on se rend compte de la nécessité de déployer ces solutions-là quand on aura à utiliser des applications interactives qui ont un certain niveau, ou bien qui exigent un certain niveau de qualité de service. Donc, ces entreprises-là, donc, dès qu'elles constatent qu'il y a un problème, elles vont se mettre à prévoir des solutions, je dirais, à la va-vite. Et c'est un peu ce qui se passe chez nous. Hein. Donc, il n'y a pas de prévoyance, il n'y a pas de planification à long terme. Je dis que mon réseau, dans 2 ans, dans 3 ans, on va utiliser des applications interactives. J'anticipe et je prépare mon réseau pour supporter ces applications, pour pouvoir fournir un niveau de qualité de service adapté à ces applications. Oui, il y a une question. Allez-y. Donc, vous pouvez m'arrêter à n'importe quel moment. Oui, oui, allez-y. Oui.
J'ai raté la dernière partie de la question. Non, non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec le protocole de routage. Tout ce qui est routage, c'est la fonction. Je dirais que c'est la fonction principale, tu as le routeur, tu d'accord? Euh, donc, il y a une certaine gestion par rapport aux structures de données, si vous vous rappelez, donc les premières. Oui, j'ai dit que la partie routage, c'est la tâche principale du routeur. Donc, AD, c'est à part. Mais les mécanismes de qualité de service ne font pas partie du mécanisme de routage. C'est des mécanismes supplémentaires qui permettent d'améliorer la qualité de service au niveau du réseau. Donc, vous avez tout ce qui est routage à part et vous avez. Il y a un problème de son? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Ah, non, parce je pense qu'il y a une autre étudiante qui signale un problème de son. C'est bon pour tout le monde, vous m'entendez? Très bien. Classe, ok. Donc, je disais, les mécanismes de routage, c'est à part. C'est-à-dire les solutions de qualité de service ne sont pas inclus dans le mécanisme de routage. C'est des mécanismes qui complètent le routage. Le routage Haja, vous avez la table comme la table de routage, vous appliquez le protocole pour voir sur quelle interface de sortie. Là, on ne gère pas ça. C'est-à-dire la partie COS, c'est une partie indépendante. Donc, à l'intérieur du routeur, l'une des améliorations qui ont été donc proposées pour avoir une bonne qualité de service, par exemple, c'est au niveau des interfaces, on ne va pas se contenter d'une seule file d'attente. On va avoir plusieurs files d'attente. Maintenant, si on a plusieurs files d'attente, on doit prévoir ce qu'on appelle des mécanismes d'ordonnancement. Donc, ce que je suis en train de faire ici, je suis en train de préparer mon routeur à déployer des algorithmes qui permettent d'assurer un niveau de qualité de service. C'est-à-dire propre. La qualité de service, exactement, exactement, exactement. Mais c'est ça. Mais on n'agit pas en termes de paquet. On agit en termes de service ou bien en termes de classe de service. Voilà. Parce que classe de service, quand je dis classe de service, vous avez plusieurs services qui ont je dirais, des exigences similaires. On les met dans une classe et on dit voilà, les paquets appartenant à cette classe, il faut leur offrir tel niveau de service. S'ils sont prioritaires, donc je les fais passer je dirais en classe VIP. Donc, première file d'attente, dès qu'ils arrivent, je les envoie. D'accord? L'autre, bon, je les laisse attendre. Mais allez, ils ne sont pas exigeants en termes de délai, en termes de bande passante. Je les retarde un petit peu, ça ne pose pas de problème. Même si j'arrive à supprimer pour une raison de congestion du routeur, si je supprime ces paquets-là, j'ai toujours la possibilité de récupérer ces paquets. Donc, j'essaye de voir ce que je suis en train de faire ici. C'est quoi? C'est voir un petit peu le profil de chaque application en termes d'exigence de qualité de service et essayer en conséquence, essayer donc de fournir le niveau de qualité de service exigé par cette application-là ou là, par cette classe d'application. Exactement, 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 exactement. Voilà. Donc, dans le routeur, il y a deux aspects. Il y a deux aspects. On a le routage. Le routage, je le mets de côté, hein. C'est-à-dire, l'objectif du module HADA, ce n'est pas le routage. Donc, il y a deux aspects. Il y a le côté matériel.
Le côté matériel, c'est très important. C'est-à-dire le routeur, il doit être assez puissant. Pourquoi? Parce qu'il y a, donc je vais rajouter le deuxième point, il y a le côté soft, le côté logiciel. Où je fais le côté logiciel? Il y a la partie routage, on est d'accord sur ça, mais le routage, même un routeur standard, il supportait le routage. Mais ce qu'on a rajouté, c'est des algorithmes. Le terme que tu as utilisé tout à l'heure, complexe. Donc, on a des algorithmes complexes, d'accord, qui sont exécutés au niveau du routeur pour fournir le niveau de qualité de service exigé par l'application ou par la classe d'application. Donc, les algorithmes, c'est des algorithmes. Les algorithmes, ils nécessitent une puissance de calcul. Qui m'a, par exemple, sur une machine, avec des programmes exécutés. Donc, les programmes, ils exigent une certaine puissance de traitement, une certaine puissance du processeur, ils exigent une certaine quantité de mémoire. Donc, c'est la même chose. Un routeur a un système d'exploitation. Le système d'exploitation a un processeur. Enfin, c'est-à-dire, côté soft, on a le système d'exploitation. Côté hard, on a le processeur, on a la mémoire. Donc, c'est exactement ce qui se passe au niveau d'une machine. Le routeur, c'est considéré comme une machine, comme le côté physique, le côté matériel. Donc, on doit avoir un processeur puissant, on doit avoir une très grande quantité de mémoire. Et sur l'aspect logiciel, l'aspect soft, comme le système d'exploitation Intercom, mais vous avez aussi des algorithmes qui sont déployés ou là, qui sont intégrés à ce système d'exploitation pour fournir la qualité de service exigée par les applications. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire, tant que c'était focalisé sur le routage, on n'était pas très exigeant en termes de puissance de traitement. Mais quand on a rajouté les algorithmes de scheduling ou les algorithmes d'évitement des états de congestion au niveau du routeur, ben on est obligé donc d'améliorer la puissance de traitement du routeur. Et d'ailleurs, vous allez le voir dans le prochain chapitre, vous allez voir les algorithmes. Je vais présenter certains algorithmes. Vous allez voir la complexité de ces algorithmes. En termes, parce qu'il y a des files d'attente derrière, il faudra gérer les files d'attente. Ce n'est pas évident. Il y a des algorithmes qui sont relativement faciles, mais il y a d'autres algorithmes où il y a des calculs à faire. Donc, je suis obligé pour chaque paquet de calculer une certaine valeur pour déterminer, par exemple, sa pondération, le poids de ce paquet, pour le mettre dans la bonne file d'attente et à la bonne position. Tout ça, c'est du traitement supplémentaire qui n'était pas prévu auparavant. Avant, le routeur, il faisait juste du routage. Il a l'adresse, l'interface de sortie, il bat le paquet, c'est bon. Là, ça dit la mission terme. Mais ça a changé. Voilà. C'est bon? Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? On peut continuer? Très bien. Donc, je parlais donc des besoins des applications. On avait dit que euh, pour les deux classes d'applications, les deux premières classes, vous voyez que les besoins et les exigences ne sont pas les mêmes. Les applications informatiques, donc, ne sont pas très exigeantes, elles sont assez souples, je dirais, en termes de qualité de service. Les applications interactives, dès qu'on parle d'interactivité, on parle du critère de délai. Donc, critère de délai, donc ça veut dire un temps de transfert qui doit être court, et si le temps de transfert doit être court, relativement court, on exige une certaine disponibilité de la bande passante. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la bande passante. Déjà, si vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai donné avec le schéma de l'autoroute sur 6 voies. Mais dès qu'il y a un obstacle, dès qu'il y a un goulot d'étranglement, on réduit. C'est-à-dire, on perd l'utilité, l'avantage de l'autoroute sur 6 voies. Donc, il ne suffit pas quand on parle du délai, il ne suffit pas d'exiger une quantité de bande passante importante. C'est important. D'accord? Je ne dis pas que ce n'est pas important. On a besoin d'une quantité, d'un débit, d'un bon débit, si vous voulez. Mais si on parle du délai, il y a l'un des paramètres qui influe négativement sur le délai, c'est le temps de passage des paquets par les routeurs. Et là, je reviens à ce que j'étais en train de dire il y a un instant, sur la puissance de calcul du routeur. Parce que si vous prenez beaucoup de temps à transférer, à traiter un paquet, d'accord? Pourquoi? Parce que l'algorithme du scheduling est complexe, ben vous allez influencer négativement sur le délai de transfert du paquet.
Donc, quand on parle d'interactivité, on parle du temps, on parle du délai. Ok. Le délai, on doit exiger un certain débit, une certaine quantité de bande passante qui doit être fournie par le réseau, mais aussi un temps de transfert au niveau du routeur, ou un temps de passage plutôt, pardon, un temps de passage au niveau du routeur qui doit être réduit au maximum. Parce que n'oubliez pas que le paquet ne va pas passer par un seul routeur seulement. Il va passer par plusieurs routeurs sur son chemin. Donc, si vous prenez un temps de passage au niveau d'un routeur, vous le multipliez par le nombre de routeurs que vous avez sur le chemin du paquet, là, vous risquez d'avoir un délai qui ne sera pas très raisonnable. Et si vous augmentez le délai, on ne pourra plus parler d'interactivité. D'accord. Imaginez par exemple la question qu'on vient de me poser. Dans une heure. Les paquets de voix donc ils راهم quelque part sur le réseau يدوروا. D'accord. يحطوهم في les files d'attente يقول لك معليش خليها اصبر شويه ما كاش لا بوند باسونت ما نجوزوهمش ما تلحقنيش la question. Donc c'est un peu la même chose. Dès qu'on parle, pourquoi? Parce que c'est une application interactive. Là, on est en train de faire de l'interactivité. C'est vrai que bon, vous avez remarqué que des fois il y a 100, donc c'est des paquets perdus. Où la bande passante, elle devient faible. Donc pour une raison ou pour une autre, on perd en termes de qualité de service. Mais c'est ça l'interactivité. L'interactivité, c'est qu'on doit avoir, on doit avoir de l'instantané. Dès que j'envoie, le paquet doit être reçu pratiquement dans l'immédiat. OK? Donc les applications interactives, pour résumer donc la partie, les applications interactives sont des applications qui sont très, très exigeantes en termes de délai. Quand on parle de délai, on parle de disponibilité de la bande passante et également de traitement qui doit être, c'est-à-dire le temps de passage par les routeurs qui doit être réduit au maximum. D'accord? Donc, ça, c'est concernant les applications interactives. Alors, les applications de type voix, troisième type d'application, troisième classe d'application, les applications de type voix. Alors, en termes de bande passante, c'est des applications qui ne sont pas très exigeantes en termes de bande passante. Pourquoi? Parce qu'avec l'évolution, ça je pense que vous l'avez vu, la formation Intercom, actuellement, on arrive à avoir de bons algorithmes de compression. D'accord? Et avec un bon algorithme de compression, les flux de type voix ne consomment pas beaucoup de bande passante. C'est-à-dire on arrive à avoir une bonne qualité de la voix sans avoir à exiger une très grande quantité de bande passante. Maintenant, donc, en termes de bande passante, on n'a pas une grande exigence au niveau de ces applications, mais le délai de traversée du réseau est le critère le plus important. Parce que quand on utilise donc, des applications de type voix, c'est un peu l'exemple que je viens de donner tout à l'heure, que j'ai donné tout à l'heure. Quand on parle de voix, il y a de l'interactivité quelque part. D'accord? Bon, c'est vrai qu'on réduit les critères de l'interactivité parce que là, au niveau des applications interactives, il n'y a pas que la voix. D'accord? Quand on parle d'une application interactive, je peux envoyer par exemple un message. Ce message, donc, il est reçu par l'autre personne et elle me répond. D'accord? Donc, il n'y a pas que de la voix. Par contre, là, on parle uniquement de la voix. Donc, en termes de bande passante, ce sont des applications qui ne sont pas très exigeantes en termes de bande passante. Pourquoi? Parce qu'on arrive actuellement avec les algorithmes de compression à avoir une bonne qualité de la voix, d'accord, en utilisant une faible bande passante. Mais reste le critère du délai. Le critère du délai, donc ce que j'ai dit tout à l'heure pour les applications interactives, reste valable. Quand on parle du délai, on doit réduire au maximum le temps de passage des paquets par les routeurs. Donc le paquet ne doit pas passer beaucoup de temps dans les files d'attente du routeur. Il doit être classé comme flux prioritaire. Donc, dès qu'il est reçu, il doit être traité, appliquer le protocole de routage ou le mécanisme d'acheminement, on l'envoie directement sur l'interface de sortie. On envoie le paquet. C'est bon. Jazz, il est passé. Le prochain routeur, même traitement. Il passe en priorité. Donc, on dira que c'est un paquet VIP. Dans la file d'attente prioritaire, il est traité, on l'envoie, et ainsi de suite. Donc, il doit passer le minimum de temps possible dans un routeur. OK? Parce que rappelez-vous, il n'y a pas qu'un seul routeur sur le chemin.
On peut autoriser un dépassement donc, au niveau d'un ou de deux routeurs, mais pas sur tout le chemin. Parce que sinon, on va perdre en termes de délai. Donc ça, ce sont les applications de type voix. Quatrième type d'application, ce sont les applications de type vidéo. Alors quand on parle de vidéo, on parle bien sûr d'une consommation de la bande passante. Donc on a le critère de la bande passante, c'est un critère très, très important. Et généralement, donc, on utilise donc, des mécanismes multicast pour éviter la multiplication des flux, c'est-à-dire essayer donc, de réduire la consommation de la bande passante au niveau du réseau pour ce genre d'application. Donc là, on parle surtout de la disponibilité de la bande passante qui est le critère le plus important. Donc, si on essaye de résumer un petit peu donc, les besoins de ces quatre types d'applications, donc on a parlé des applications informatiques, on a parlé des applications interactives, on a parlé des applications de type voix, des applications de type vidéo. Alors, j'ai mis l'accent essentiellement sur deux critères. J'ai mis l'accent sur le critère du délai et j'ai mis l'accent sur le critère de la bande passante. OK? Alors, en termes de bande passante, si on essaye de parler du critère de la bande passante ou bien du critère de délai, alors il faut savoir que ces applications, ils ont deux modes de consommation de la bande passante. D'accord? Deux modes de consommation de la bande passante. Il y a des applications qui nécessitent une quantité stable, ou un débit stable de bande passante. Mais ce débit n'est pas très important. Là, je vous donne l'exemple des applications de type voix. Les applications de type voix, ils exigent, quand j'ai par exemple, le slide précédent, j'ai parlé, donc ici, on a par exemple 8 kilobits par seconde. C'est-à-dire, avec 8 kilobits par seconde, je peux avoir une très bonne qualité du son, qualité de service de l'application, avec une quantité qui est relativement faible. Maintenant, il y a un autre critère, c'est que ce 8 kilobits par seconde, à titre d'exemple, ce 8 kilobits par seconde, je dois le fournir. C'est-à-dire, l'application a dit, je ne vais pas dire, bon, 8 kilobits par seconde, mais je n'en ai 6 ou j'en ai 5. La bande passante. Non, si on a un algorithme de compression qui nécessite, c'est-à-dire qui vous donne en sortie un fichier voix, un fichier audio qui nécessite 8 kilobits par seconde, je dois fournir les 8 kilobits par seconde. Si vous augmentez, vous ne gagnez rien. Si vous réduisez ce débit-là, vous allez dégrader la qualité de service, la qualité du son. D'accord? Donc, ces applications-là, exige une quantité constante de la bande passante, un débit constant de la bande passante. On n'a pas une exigence par rapport à la quantité de leur bande passante, on n'exige pas une quantité ou un débit élevé, mais on exige un débit constant. Il y a une différence entre un débit élevé et un débit constant. Un débit élevé, c'est-à-dire si je dis l'application elle a besoin de 8 kilobits par seconde, moi, je ne vais pas dire, bon, maintenant, je lui donne, il y a de la bande passante, je lui donne 15 ou 1 méga, 1 méga, mais dans 30 secondes, il y a 8 kilobits par seconde, et on a 1 kilobit par seconde. C'est-à-dire, on a 1 méga, بعد 1 méga, on a 1 kilo. Ça, c'est mauvais. L'application, elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin d'une application qui consomme, c'est-à-dire, elle n'a pas besoin de beaucoup de débit, d'un débit très important. Elle exige un débit constant. On parle ici de la constance du débit. Il a l'algorithme Tacom, il vous donne un flux qui nécessite 8 kilobits par seconde. Je dois m'assurer que le réseau fournisse les 8 kilobits par seconde. Et je dois m'assurer qu'il y a une certaine constance dans ce débit. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la consommation de la bande passante en mode stream. Donc, il y a deux types ou deux modes de consommation de la bande passante. Donc, c'est le premier mode, c'est le mode stream. Le deuxième mode, c'est le mode burst. Alors, le mode burst, c'est un petit peu ce qui se passe quand vous avez une application de téléchargement. Quand vous téléchargez, par exemple, quand vous téléchargez un fichier.
J'avais donné tout à l'heure l'exemple, les applications informatiques. Comme le téléchargement, le délai, n'est pas, le délai, il dépend de la bande passante. Et la bande passante, il a la bande passante, c'est-à-dire que si on a un débit important, le délai de téléchargement, il va être réduit, d'accord? Et là, cette la bande passante, qu'est-ce qui va se passer? Le délai de téléchargement, il va augmenter, d'accord? Pourquoi? Parce qu'une application de type ou un téléchargement d'un fichier, il consomme la totalité de la bande passante disponible. Contrairement aux applications en mode stream, les applications en mode burst n'ont pas une exigence par rapport à la constante du débit. Ils prennent ce qu'il y a. عندك 1 ميجا يديو لك 1 ميجا، عندك 10 ميجا يديو لك 10 ميجا، عندك 1 جيجا يديو لك 1 جيجا. Ce que vous gagnez, c'est que si la bande passante, le débit il est important, le temps de téléchargement il sera très court. Il انقص le débit, le temps de téléchargement il va augmenter. Je pense que vous l'avez tous constaté. Qui connaît comme débit عيان, les heures de pointe, le temps de téléchargement est طول. Si vous lancez un téléchargement à minuit ou à 1h du matin, ce n'est pas une période de pic, une période de charge. Le débit il est important, le temps de téléchargement il passe. D'accord? Donc, deuxième type d'application, ce sont des applications qui consomment la bande passante en mode burst. Vous mettez en mode burst, c'est des applications qui consomment la totalité de la bande passante disponible. Donc, où je tape idée. Donc là, on a deux comportements différents, d'accord? On a deux comportements différents vis-à-vis de la bande passante disponible. Des applications qui exigent une constance dans le débit, mais avec un débit qui n'est pas très élevé. Et une deuxième classe d'applications, donc ce sont les applications qui consomment la totalité de la bande passante. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'au niveau du réseau, les applications cohabitent. C'est-à-dire, on a des applications qui consomment la bande passante en mode stream, on a des applications qui consomment la bande passante en mode burst, et ces applications-là se retrouvent ensemble et au même moment au niveau du réseau. Donc, comment pouvoir gérer ça? Alors, la solution ou l'idéal, c'est de fournir, donc si on veut avoir, parce que là, on a dit que le critère de la constance, il est important. Si vous réduisez pour une application de type voix, si vous lui donnez, donc l'application par exemple, elle exige 8 kilobits par seconde, si vous lui donnez moins, vous allez avoir une mauvaise qualité du son. Donc, l'application, elle exige 8. Elle ne vous demande pas de lui donner plus. 8 kilobits. Donc, si on veut faire cohabiter ces applications-là, donc qui ont des modes ou des comportements différents vis-à-vis de la bande passante disponible, la solution, c'est de donner la priorité aux applications qui consomment la bande passante en mode stream. On leur donne la bande passante nécessaire pour leur bon fonctionnement. Ce qui reste, où je suis prêt comme bande passante, je le donne aux applications en mode burst. Donc, je dois définir la quantité de bande passante consommée par chaque type d'application. نبدأ les applications en mode stream, j'attends la bande passante exigée, donc je m'assure qu'ils vont fonctionner correctement. Donc, ce qui reste de la bande passante, je le donne aux applications qui fonctionnent en mode burst, qui consomment la bande passante en mode burst. Et donc là, ça me permettra donc d'équilibrer et de réguler la consommation de la bande passante à l'intérieur du réseau. Donc ça, c'est par rapport aux critères de la bande passante. Deuxième critère, le critère du délai. Là aussi, si je reprends les 4 types d'applications que j'avais présentés, pour certains, je disais que le délai était un critère important. Pour d'autres, je disais que le délai n'était pas très important. Donc, là, ça veut dire quoi? Et à chaque fois, si vous avez remarqué, à chaque fois que je parlais du délai, je disais que ce sont des paquets que je dois faire passer en priorité dans le routeur. D'accord? Je les appelais à chaque fois les paquets VIP. Alors, ces paquets-là,
Donc, la solution, c'est de les traiter donc, de cette façon-là, de leur donner une certaine priorité au niveau du réseau, de telle sorte à les traiter de façon prioritaire. Donc, on a des priorités, différents niveaux de priorité. Bon, ça ne veut pas dire que je vais avoir une priorité, de la classe, elle est prioritaire, de la classe, elle n'est pas prioritaire. Non, mais vous allez voir par la suite que au niveau réseau, on a la possibilité de définir la priorité des applications. On a par exemple le champ type of service, le champ TOS, type of service. C'est un champ donc, qui dispose de 3 bits pour donner la priorité du paquet. Avec 3 bits, on peut avoir 8 niveaux de priorité. Mais vous allez voir après, on va parler de ça, 8 niveaux de priorité, ce n'est pas suffisant. Donc il y a eu une extension par la suite pour arriver à 64 niveaux de priorité. Donc il y a eu une extension du champ type of service. Et cette extension, elle nous a permis d'avoir 64 niveaux de priorité. Donc, Zedna, avec 64 niveaux de priorité, c'est plus gérable. 8, ce n'était pas évident, parce qu'on a beaucoup d'applications. Si vous mettez, donc là, on était obligé de mettre plusieurs applications qui n'avaient pas nécessairement les mêmes exigences en termes de qualité de service, le même profil en termes de qualité de service. On était obligé de les mettre dans la même classe. Et ça faussait un petit peu la gestion. Donc, on a étendu les 3 bits à un moment et on est passé de 8 à 64. Avec 64 niveaux de priorité, c'était plus facile à gérer. Donc, pour le délai de traversée au niveau du réseau, il faut donc appliquer une priorité entre les paquets. Et donc, arrivé au niveau du routeur, chaque routeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer donc de mettre dans des files d'attente différentes les paquets avec les différentes priorités. Donc, il va organiser ces files d'attente en fonction des priorités des paquets. Et à partir de là, il va commencer par les files d'attente les plus prioritaires. Donc, je commence par envoyer les paquets appartenant aux applications les plus prioritaires. Dès que je vide les files d'attente, je vais la file d'attente suivante. Il y a une priorité un peu moins élevée. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la dernière file d'attente, qui est la file d'attente la moins prioritaire. D'accord? Donc, le critère du délai, on essaye de le régler en utilisant ou là, en intégrant la priorité entre les applications ou là, au niveau des paquets. Et en traitant les paquets en fonction de leur priorité. Donc, ça permet donc de réduire le temps de passage des paquets au niveau de chaque route. Voilà donc pour le critère de la bande passante, le critère du délai et le critère du débit et le critère du délai. Donc là, ce sont deux solutions qu'on peut donc adopter pour la gestion de la bande passante et le respect du délai ou bien une façon d'évaluer ou bien de réduire le délai de transfert pour les applications qui sont sensibles au délai. Alors, avant de passer à la gestion de la course au niveau des entreprises, au niveau des opérateurs, est-ce qu'il y a des questions? Donc, je marque une petite pause pour voir s'il y a des questions. Oui, oui, oui. Bon, il y a des critères, mais c'est-à-dire que ce pas des critères figés. Hein. Ce pas des critères figés. Donc là, ça dépendra du type de fichier, ça dépendra de la taille du fichier et tout. Parce que là, c'est des applications qui sont pratiquement de la même classe. Quand on contrôle les téléchargements de fichiers, il n'y a pas de priorité particulière pour un fichier par rapport à un autre. Donc, il n'y a pas de critères fixes. Par contre, si on parle d'applications différentes, non, là, c'est un peu différent. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Très bien. Bon. Maintenant, on va essayer de voir la gestion de la COS au niveau des entreprises. Donc,
qui roule au niveau entreprise, je parle bien sûr des réseaux de l'entreprise et chez l'opérateur, le réseau de l'opérateur. D'accord? Alors, pour les entreprises, il faut savoir que la caractéristique d'un réseau d'entreprise, c'est que c'est un réseau où les données sont connues. Les données liées à la configuration du réseau, c'est des paramètres qui sont connus. On parle essentiellement du nombre de connexions, on parle des, des outils ou du matériel utilisé au niveau du réseau, et on parle aussi du nombre d'utilisateurs au niveau du réseau. Donc, ces trois paramètres-là ne sont pas évidents à voir au niveau de l'opérateur, par exemple. Si on essaye de voir la gestion du réseau de l'entreprise par rapport à la gestion du réseau de l'opérateur, il y a une très grande différence. C'est-à-dire qu'on passe d'un petit réseau où le nombre de connexions est limité, le nombre d'applications est limité, le nombre d'utilisateurs aussi est limité. On passe vers un réseau où ces paramètres euh, changent de façon, je dirais, exponentielle, changent d'un jour à l'autre. Donc, ce qui rend la gestion du réseau de l'opérateur beaucoup plus complexe que la gestion du réseau d'une entreprise. Donc, la mise en œuvre de la COS sur un réseau d'entreprise répond au besoin d'offrir un service réseau adapté aux applications utilisées par cette entreprise. C'est-à-dire, quand vous allez, par exemple, au réseau, quand on parle d'un réseau d'une entreprise, je prends à titre d'exemple le réseau de Babzouar, le réseau du STHB. D'accord? Alors, le réseau du STHB, même si on a une très grande université, mais on a et on connaît a priori le nombre de prises réseau à l'intérieur du réseau de l'USTHB. On connaît le nombre d'utilisateurs du réseau de l'USTHB. On connaît également les applications utilisées par les enseignants ou les ATS ou les étudiants à l'intérieur du réseau de l'USTHB. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir. Pourquoi? Parce que la taille du réseau, elle n'est pas très importante. Et il faudra, bien sûr, prévoir des solutions de qualité de service à l'intérieur du réseau d'entreprise. C'est-à-dire le responsable, le gestionnaire du réseau de l'entreprise, il doit prévoir, donc premièrement, parce que là, quand on parle de qualité de service, la qualité de service, elle commence au niveau de l'entreprise, au niveau du réseau de l'entreprise. On bat pour avoir un certain niveau de qualité de service au niveau du réseau de l'opérateur. Mais je ne peux pas exiger, moi, en tant qu'administrateur du réseau de l'USTHB, je ne peux pas exiger un niveau de service chez l'opérateur alors qu'à mon niveau, je n'ai rien fait. Je dois commencer par mon propre réseau. Je connais le nombre d'utilisateurs, je connais les applications utilisées, les besoins de ces applications. Donc, il suffit de bien configurer mon réseau et de le préparer à supporter ces applications. Parce qu'il a le réseau TAE, il n'offre pas, il n'est pas adapté ou il n'offre pas un niveau de qualité de service. Ben, il ne faut pas chercher le problème au niveau de l'opérateur. Le problème, il est à mon niveau. D'accord? Donc, on doit avoir un bon débit à l'intérieur du réseau, mais aussi on doit avoir un matériel adapté et qui permet donc de supporter ou de fournir la qualité de service au niveau de mon réseau. D'accord? Donc, la gestion, elle est relativement facile. Bon, quand je dis facile, il faut bien sûr quelqu'un qui soit, je dirais, qui a un profil adapté à la gestion de la COS. Mais la gestion, elle est relativement facile par rapport à un réseau d'un opérateur. C'est-à-dire, si on compare un réseau d'une entreprise avec le réseau de l'opérateur, ce n'est pas la même chose, ni en termes de taille, ni en termes de charge à l'intérieur du réseau, ni en termes d'équipement. Donc, c'est deux mondes carrément différents. D'accord? Donc, au niveau des entreprises, la gestion est relativement facile. Par contre, quand on passe au niveau d'un opérateur, alors c'est quoi un opérateur? Quand je dis un opérateur, l'exemple qui me vient en tête, c'est Algérie Télécom. Donc, on définit un opérateur comme étant une entreprise qui commercialise des services de communication et qui possède ses propres infrastructures. C'est-à-dire, le réseau, Algérie Télécom, elle dispose de ses propres infrastructures.
Alors, pour l'opérateur, le support de l'ACOS, il doit répondre premièrement à la demande des entreprises souhaitant interconnecter leur site disposant déjà de ces mécanismes. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? À la demande des entreprises. Donc, ce n'est pas l'opérateur qui va venir à l'entreprise pour lui dire, voilà, moi, je t'offre un niveau de service, tel niveau de service. Non, il y a ce qu'on appelle le service best effort. Le niveau de service best effort, c'est le service de base. C'est-à-dire le service best effort, il n'y a aucun mécanisme de qualité de service qui est fourni par l'opérateur. Le best effort, il se base essentiellement sur la disponibilité des ressources. C'est un peu ce qu'on a. Quand on se connecte à partir de chez nous, je vous ai donné tout à l'heure l'exemple du téléchargement. Quand vous lancez le téléchargement, par exemple, à 18h ou à 19h, c'est tout le monde qui est connecté, donc le réseau il est surchargé. Le temps de téléchargement, pour le même fichier, je ne sais pas, je prends un fichier de 1 giga, vous pouvez peut-être attendre 30 minutes pour le télécharger. Si vous vous réveillez à 1h ou à 2h du matin, vous téléchargez le même fichier, d'accord? Ben, vous pouvez le télécharger, je ne sais pas, peut-être en 5-10 minutes. Pourquoi? Parce que la charge du réseau n'est pas très importante. Ça, c'est le best effort. C'est-à-dire, on se base essentiellement sur les performances du réseau en fonction de sa charge. Si le réseau n'est pas chargé, on peut avoir un bon niveau de qualité de service. Si le réseau est surchargé, on va avoir une mauvaise qualité de service. Mais il n'y a pas de mécanismes qui sont déployés spécialement pour telle entreprise ou telle entreprise. Si je veux, moi, en tant que responsable d'une entreprise, je veux avoir un niveau de service un niveau de qualité de service pour mes applications, ben, je dois faire clairement une demande à l'opérateur pour lui dire, voilà, moi, j'exige un certain niveau de service, d'accord? Et ensuite, bien sûr, il y a tout un travail qui va se faire, il y a un contrat qui doit être signé par les deux parties pour, d'un côté, exiger un certain niveau de qualité de service et l'opérateur fournir le niveau de qualité de service exigé par l'entreprise. Mais ce n'est pas l'entreprise, c'est pas l'opérateur qui va venir pour dire, voilà, je vous offre comme cadeau, je vous offre un niveau de service, un niveau de qualité de service. Non, c'est à l'entreprise de s'adresser à l'opérateur pour lui dire, voilà, j'ai des applications sensibles, j'exige un certain niveau de qualité de service, qu'est-ce que vous avez à m'offrir? Et là, on va essayer de voir. Donc, l'opérateur, il lui offre, bien sûr, les niveaux de service qu'il peut offrir ou qu'il peut donc donner à l'entreprise. D'accord? Donc, ça, c'est par rapport aux entreprises. Deuxième point, c'est à la demande. Ah oui, autre chose. Alors, souhaitant interconnecter leur site qui dispose déjà de ces mécanismes. C'est un peu ce que j'ai dit précédemment, le slide précédent, où je trouve que comme au niveau d'une entreprise, je ne peux pas exiger un niveau de qualité de service de l'opérateur si, à mon niveau, je n'ai rien fait. Donc, je dois commencer par déployer et préparer mon réseau pour supporter la COS. Ensuite, passer au stade supérieur, c'est demander à l'opérateur de me fournir un niveau de qualité de service. Si mon réseau n'est pas prêt à fournir et à garantir un niveau de qualité de service à mes applications, ce n'est pas la peine d'aller voir plus loin. D'accord? Donc, l'opérateur, il vous offre, suite à votre demande, il vous offre un niveau de qualité de service en fonction, bien sûr, de vos besoins, en fonction de votre demande. Mais vous devez vous assurer qu'à votre niveau, vous avez déployé des mécanismes de qualité de service au sein du réseau de l'entreprise. Ça, c'est très important. Deuxième point, à la demande des clients souhaitant une coste suffisante pour un fonctionnement correct de leurs applications critiques. Bon, bien que ça, je dirais que c'est rare. Hein. Pourquoi? Parce que quand vous exigez un niveau de qualité de service, généralement, ça coûte très cher. D'accord? Et un client ou un particulier n'a pas nécessairement les moyens pour exiger un niveau de qualité de service. Bon, ce qu'on peut faire à la rigueur, c'est augmenter le débit. D'accord? Mais on ne peut pas prévoir ou la demander à un opérateur de nous fournir certains mécanismes de qualité de service propres aux applications qu'on utilise. Donc, généralement, c'est entre un opérateur et une entreprise.
D'accord? Alors, un exemple d'une solution proposée par un opérateur, c'est qu'il vous offre 4 niveaux de service. D'accord? Quand vous allez, vous, en tant que responsable du réseau de l'entreprise, de votre entreprise, ou de l'université, par exemple, réseau de l'université, vous allez chez Algérie Télécom, vous dites, voilà, moi, j'ai tel type d'application et je veux avoir un bon niveau de qualité de service pour ces applications-là. Donc, l'opérateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de voir par rapport aux applications que vous utilisez, quels sont les besoins de ces applications, quelles sont les exigences de ces applications vis-à-vis de la qualité de service, et il va vous proposer un niveau de service adapté à vos applications. Un exemple, vous avez ici 4 classes de trafic. Il vous offre l'opérateur, le cas c'est un exemple, un opérateur qui offre 4 niveaux de service. واش عنده la classe premium. La classe premium, c'est le plus haut niveau de qualité de service qu'il peut offrir. La classe, elle est caractérisée par quoi? C'est une classe qui est destinée à véhiculer les trafics en temps réel. Quand on dit temps réel, on parle d'interactivité, les applications, et les besoins de ces applications, d'accord? Le temps réel, interactivité, c'est le temps réel, ok? D'un client, tel que la visioconférence, donc ce qu'on est en train de faire, ici, d'accord? Qui sont caractérisés par un délai d'acheminement constant et très court sur le réseau. Donc, même le délai, tout à l'heure, on avait parlé quand j'ai parlé du critère de la bande passante, comme il y a 2 types de consommation de la bande passante. Il y a des applications qui exigent un niveau constant de la bande passante et d'autres qui consomment la totalité de la bande passante. C'est la même chose pour le délai. Il y a des applications qui exigent un délai court. Il y a des applications qui exigent un délai court et constant. Voilà, je constant. Parce qu'on parle de la constance du délai, parce que là, on fait référence aux critères de la GIG qu'on avait défini la semaine dernière. On avait parlé, donc j'avais défini la GIG comme étant la différence des délais interpaquets. Donc, si vous augmentez le délai interpaquet, vous êtes en train d'influencer sur la GIG. Et la GIG, c'est un des paramètres de la qualité de service. Donc, si vous n'assurez pas un délai interpaquet constant ou stable, vous êtes en train de dégrader le paramètre de la GIG. Et comme la GIG, c'est un des paramètres de la COS, donc la COS, elle risque d'être mauvaise. Le niveau de la qualité de service risque d'être médiocre. Donc, où je fais à la classe premium, qu'est-ce qu'elle m'offre comme garantie cette classe? Elle m'offre un transfert, un acheminement avec un délai constant et très court. Donc, il y a ces paramètres-là. Très bien. Maintenant, c'est à moi de voir en tant que responsable de l'entreprise, est-ce que mes applications nécessitent une constance dans le délai et un délai court. Si mes applications n'ont pas besoin de ces critères-là, ben, je ne vais pas prendre la classe premium. Parce que la classe premium, elle coûte très cher. Je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y a juste après. Qu'est-ce qu'il y a après? Qu'il y a la classe Gold. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Le niveau de qualité de service. La classe Gold, je fais. C'est quoi les caractéristiques de la classe Gold? Donc, c'est un niveau de service qui est destiné pour le transport du trafic des applications critiques, caractérisé par un délai d'acheminement court. Qu'est-ce que vous remarquez entre la classe Premium et la classe Gold? Qu'est-ce qu'on a fait? On a éliminé la constance dans le délai. C'est-à-dire, si j'opte pour la classe Premium, l'opérateur, il me garantit une constance et un délai court. Si j'opte pour la classe Gold, l'opérateur, il me garantit uniquement
un délai d'acheminement court. Il ne me donne aucune garantie sur la constance du délai. Donc, on a le niveau de qualité de service. La classe premium, ou l'offre premium, elle me donne la constance et le délai. Mais elle coûte très cher. C'est-à-dire pour une entreprise qui n'a pas besoin de la constance au niveau du délai, je ne vois pas pourquoi elle va opter pour ce niveau de qualité de service. Parce que tout ça, c'est de l'argent, vous allez le payer. D'accord? Par contre, pardon, je ne sais pas s'il y a une question. Par contre, si je n'ai pas besoin de la constance dans le délai, je vais opter pour le niveau Gold, l'offre Gold. OK. Maintenant, si je n'ai pas des applications, si mon réseau, le réseau de l'entreprise, de l'entreprise, elle n'utilise pas des applications qui sont sensibles au délai, qui ne nécessitent pas un délai d'acheminement court. Pas la peine d'opter pour la classe Gold. Pas la peine d'opter pour la classe Premium. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un niveau un peu moins cher. Où la classe Silver. C'est quoi les caractéristiques de cette offre? Alors, la classe Silver, ou l'offre Silver, elle permet de transporter le trafic des applications client-serveur non critiques. Donc, j'ai perdu le délai d'acheminement. Entre la classe Gold et la classe Silver, je n'ai aucune garantie maintenant sur le délai. Donc, si j'opte pour l'offre Silver, l'opérateur, il ne me donne aucune garantie sur le délai. C'est-à-dire, maintenant, si je fais une réclamation pour dire, voilà, j'utilise une application qui exige un délai d'acheminement court, mais que le réseau, les paquets n'arrivent pas à temps, l'opérateur, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, c'est normal, vous avez opté pour une offre Silver, et l'offre Silver, je ne donne aucune garantie sur le délai d'acheminement. Donc, plus vous dégradez dans les offres, c'est-à-dire plus vous avez, donc là, on est passé de la classe premium à la classe Silver, et à chaque fois, l'opérateur, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de m'enlever des garanties. Avec une constance et une durée courte dans le transfert, je suis passé au deuxième niveau, la constance, je suis passé au troisième niveau, il m'a enlevé le délai d'acheminement. Donc, il ne me donne aucune garantie sur le délai d'acheminement. La quatrième classe, c'est la classe, l'offre best effort. L'offre best effort, elle sert essentiellement pour acheminer le trafic des applications non prioritaires qui ne disposent d'aucune garantie particulière. Et ça, généralement, c'est l'offre qui est donnée par défaut aux particuliers ou là aux entreprises. C'est-à-dire quand vous optez pour un abonnement chez un opérateur, il vous donne le best effort. Mais vous avez toujours la possibilité d'opter pour un niveau de service beaucoup plus de qualité. Mais ça dépendra de vos besoins. C'est pour ça qu'on revient un petit peu pour dire quels sont les besoins de l'entreprise. Quelles sont les applications utilisées par les entreprises et quels sont les besoins et les exigences de ces applications pour savoir quel est le niveau qu'on va exiger ou quel est le niveau qu'on va adopter au niveau du réseau de l'opérateur. Donc, ça, ce sont les offres et c'est à moi de dire à l'opérateur, voilà ce que j'ai comme application. Et c'est à lui, bien sûr, quand je dis les applications, si je dis j'utilise une application de type visioconférence, visioconférence, il va me conseiller la classe premium. Il me donne toutes les garanties pour que la visioconférence fonctionne correctement. Maintenant, si je lui dis, au niveau de mon entreprise, on utilise juste de simples applications, transfert de fichiers ou l'utilisation de la messagerie électronique et tout, il va pas me proposer la classe premium, l'offre premium. C'est bon, vous gardez le best effort, l'offre par défaut,
c'est suffisant. Pourquoi gaspiller votre argent? D'accord. Maintenant, comment se fait cette relation entre l'entreprise et l'opérateur? Ben, à partir, bien sûr, de ce qu'on appelle un contrat de niveau de service. Il y a un contrat qui lie l'opérateur à l'entreprise. L'entreprise, elle définit clairement quels sont ses besoins, quelles sont les applications utilisées par cette entreprise, et l'opérateur, il s'engage à fournir le niveau de qualité de service nécessaire pour le bon fonctionnement des applications utilisées par l'entreprise. D'accord? Donc, on va parler du contrat SLA dans un moment, peut-être, je ne sais pas, ça dépendra du temps, ou la semaine prochaine. Bon, les caractéristiques du marché des opérateurs. Alors, contrairement aux entreprises, on avait vu tout à l'heure qu'au niveau d'une entreprise, le nombre d'utilisateurs, on pouvait le connaître et on pouvait le maîtriser. Les applications, on pouvait facilement répertorier les applications utilisées par l'entreprise. Par contre, si vous passez au niveau opérateur, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'un opérateur, il est en train de gérer un réseau national. Si je prends Algérie Télécom, c'est le réseau à l'échelle nationale qui sont en train de gérer. Donc, il y a les interconnexions. Donc, ils ont les clients particuliers, ils ont les entreprises. Donc, ce n'est pas évident à gérer. Donc, le flux applicatif, les applications utilisées, leur nombre est très important et très diversifié. Je donne plus d'importance la différence des applications qu'au nombre. Parce que le nombre, si vous avez plusieurs applications, ou beaucoup d'applications, mais qui ont les mêmes profils, moi, en tant qu'opérateur, ça m'arrange. Parce que je définis un niveau de qualité de service et je l'applique pour toutes les applications. Maintenant, le fait d'avoir des applications différentes avec des exigences différentes, c'est là où se pose problème. Parce que je suis obligé, donc, pour chaque type d'application, satisfaire les besoins de ces applications. Donc ça, c'est le premier paramètre. Deuxième paramètre, c'est le nombre de connexions qui est très important. On parle de millions de clients, par exemple, chez Algérie Télécom. Alors qu'au niveau d'une entreprise, on parle peut-être, bon, ça dépendrait de la taille de l'entreprise. Je prends l'exemple de Babzouar, c'est peut-être 1000 ou 2000 utilisateurs du réseau de l'USTHB. Il y a des entreprises où vous avez, je ne sais pas, peut-être 10 ou 15 employés, donc qui travaillent au niveau de l'entreprise. Donc, au niveau d'une entreprise, c'est plus gérable. D'accord? Donc, l'opérateur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit planifier le trafic sur son réseau en fonction des profils des applications déclarées par ses clients. Déclarées par ses clients, pourquoi? Pour permettre au réseau de supporter ces applications. Et quand on va vers une planification, il faut toujours prévoir des cas particuliers. Les cas particuliers, c'est ce qu'on appelle le trafic non planifié. Où je mets un trafic non planifié. Je vous donne un exemple. Moi, je suis responsable du réseau de mon entreprise qui n'aura pour signer un contrat avec l'opérateur. On le voit là. Les applications que j'utilise, le réseau de l'entreprise. J'utilise telle application. D'accord? Parmi les applications, je ne vais pas citer la visioconférence. D'accord? Bon, on va parler bien sûr du réseau de l'USTHB. Donc, généralement, ce qu'on utilise, c'est la messagerie électronique. Donc, c'est vraiment de simples applications. OK? Bon. Un jour, on décide de faire une visioconférence. Donc, moi, en tant que responsable du réseau de l'USTHB, quand je vais vers l'opérateur pour lui donner les applications que j'utilise, je ne vais pas parler de la visioconférence. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de nos habitudes de faire, par exemple, c'est juste des exemples. Ce n'est pas de nos habitudes d'utiliser la visioconférence. Bon, un beau jour, on a décidé de faire une conférence ou un séminaire. Et il y a quelqu'un qui veut intervenir à distance. Donc, il va nous faire son exposé via une application de type visioconférence. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est un trafic qui n'était pas planifié. Ce qui est planifié, c'est ce que j'ai déclaré à l'opérateur comme application et comme service de mon réseau. Mais il arrive qu'occasionnellement, les entreprises ils utilisent des applications qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser, peut-être dans un contexte particulier. D'accord? Donc, ça, c'est quoi?
Ça, c'est ce qu'on appelle un trafic non planifié. Et il faudra prévoir, dans ce cas-là, des solutions pour gérer le trafic non planifié. D'accord? Donc, on va voir par la suite comment on doit se comporter ou bien quelles sont les possibilités d'un opérateur vis-à-vis du trafic non planifié. Donc, tout ce qui est planifié, c'est bon. Donc, l'opérateur, il doit faire évoluer son réseau pour supporter tout ce qui a été déclaré. Mais pour tout ce qui n'a pas été déclaré, l'opérateur, il peut avoir plusieurs comportements possibles, bien, plusieurs réactions possibles vis-à-vis du trafic non planifié. Bon, je pense que pour le contrat SLA, donc comme il est 9h25, je pense que cette partie-là, je vais la laisser pour la semaine prochaine. Parce qu'il y a un exemple sur le contrat SLA, on risque de tarder un petit peu. Donc, je préfère m'arrêter là. D'accord? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, on continuera avec le contrat SLA la semaine prochaine. D'accord? Donc, avant de terminer la séance, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que le rythme du cours, il est bon? Est-ce que je ne vais pas trop vite? Oui ou non? C'est bon? Mm, d'accord, très bien. La qualité de service عندك راهي عيانة سامي. Ah, voilà. C'est pour ça qu'on parlait de qualité de service de bout en bout. سمعتني سامي؟ قلت لك c'est pour ça qu'on parlait de la qualité de service de bout en bout. خلاص. واش عاود لي s'il te plaît la question s'il te plaît. Oui, normalement ils sont disponibles. Normalement ils sont disponibles. Ils sont disponibles. Tout est disponible. Très bien. Ah oui, 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 oui. J'essaierai de faire ça. Chauffe, batte-les, s'il te plaît, batte-les un mail. Je vais essayer de vous organiser ça le plus tôt possible. D'accord? Je suis un peu pris les derniers jours. Batte-les un mail juste pour. Voilà. Donc, dès que je pourrai. Donc, ça ne vous dérange pas qu'on fasse ça en fin de journée? Voilà. Classe. Très bien. Classe. Classe. D'accord. On va essayer organiser ça peut-être la semaine prochaine. En fin de journée, vers 18h, 19h. Une petite séance, hein, donc 30 minutes, 45 minutes pour discuter un petit peu de l'organisation du même. Voilà. Il y a pas de souci. Voilà, très bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Est-ce qu'il y a des questions pour le reste? C'est bon?